Et le fait qu'elle ait détruit son téléphone ensuite, moi, me donne à penser qu'elle savait que c'était dangereux, d'accord, de publier ces vidéos-là de cette façon-là. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et avec vous, je voudrais qu'on essaye d'analyser cette affaire qui véritablement fait beaucoup de bruit dans la réalité israélienne, à la fois judiciaire et politique. L'affaire de la procureure Rifat Tomer Yerushalmi. Alors d'abord, votre appréciation sur le comportement, il faut bien l'avouer, assez étonnant de la générale, de la procureure. Le fait qu'elle ait disparu pendant plusieurs heures avant-hier, en fait, suscite quelques interrogations. Vous pensez qu'elle a voulu dissimuler des preuves ou des éléments compromettants qui pourraient, par exemple, montrer sa relation de proximité avec la conseillère juridique du gouvernement? Bon, alors là, Daniel, en fait, c'est plus qu'une question de spéculation de notre part. C'est ce que la police nous dit. Il y a des forts soupçons sur le fait que l'alerte au suicide ait en réalité été mise en scène. Son mari lui-même a été interrogé par les forces de l'ordre pour soupçon d'avoir participé à toute cette stratégie. Et alors, on peut tout à fait imaginer que son état de santé mentale est mauvais, mais en tous les cas, on comprend très bien que la procureure était dans l'eau et est sortie de l'eau sans son téléphone qui est un élément clé de l'enquête, d'accord? Avant même de rentrer dans les considérations pour savoir est-ce que c'était des échanges avec la conseillère juridique du gouvernement ou quelqu'un d'autre, il faut bien que nos auditeurs comprennent que en réalité tout ce qui s'est passé dans cette enquête jusqu'à présent ne va pas. C'est-à-dire que à partir du moment où elle a été considérée comme suspecte quelque part la semaine dernière, Daniel, son téléphone aurait dû lui être retiré, comme tous les suspects en garde à vue, d'accord? Et bien entendu, elle aurait dû être soit arrêtée, soit en garde à vue, soit suivie pour que son état de santé soit supervisé. Vous voyez ce que je veux Alors dire? qu'est-ce qui a fait qu'elle a bénéficié de ce traitement de faveur? On saura quand les protocoles seront ouverts dans 30 ans, mais on peut tout à fait comprendre que c'est la procureure militaire de l'armée, c'est la plus haute gradée jamais soupçonnée de tel délit. Hein, donc peut-être que tout simplement l'armée ne sait pas comment s'y prendre dans ce genre de situation. Mais il est évident qu'on a des fautes professionnelles dans la gestion de l'affaire et que là, on est non seulement, si vous voulez, on n'est plus au stade où on se dit, d'accord, la procureure militaire, c'est déjà suffisamment grave, hein, a divulgué des éléments d'enquête il y a plus d'un an à la presse, a fait fuiter des éléments d'enquête, à savoir la fameuse vidéo, ensuite a menti pendant plus d'un an aux instances judiciaires de son pays, et maintenant, c'est là qu'on, à mon avis, on touche au point le plus grave de l'affaire, on est dans l'entrave à la justice, l'altération de preuves, d'accord? Puisque dans le téléphone, visiblement, il y avait des choses suffisamment importantes à ses yeux, suffisamment graves pour qu'elle prenne le risque de le détruire, ce qui est passible de 5 ans de prison en Israël, hein, l'altération de preuves et l'entrave à la justice. Alors, qui peut mener une enquête de la manière la plus indépendante possible dans ce genre de situation? Encore une fois, je vous avoue que cet élément-là de l'affaire m'intéresse moins. Il est évident, mais il est évident que l'ensemble des acteurs sont en conflit d'intérêts maintenant, hein, puisqu'il s'agit de l'une des leurs. D'accord? Donc c'est très compliqué. À qui il faut confier l'enquête? Il faut confier l'enquête à quelqu'un qui pourra euh, rendre ce désastre un peu moins désastreux, j'ai envie de vous dire, Daniel, et faire le travail de la façon la plus professionnelle possible, c'est-à-dire récupérer les preuves, c'est-à-dire interroger la procureure, et c'est-à-dire surtout comprendre le cœur de l'affaire, qui, je répète encore une fois, la procureure militaire d'Israël, d'accord, donc une des juristes les plus haut placés dans le système judiciaire israélien, a pris le risque de détruire une preuve majeure dans une affaire la concernant. C'est-à-dire qu'elle sait très bien ce qu'elle risque. Elle sait très bien, puisque elle a plus de diplômes juridiques que vous et moi, Daniel. Donc, elle sait qu'elle fait entrave à la justice et elle sait qu'elle détruit des preuves essentielles. Qu'est-ce qu'elle cache? C'est ça, moi, qui m'intéresse en tant que Non, citoyenne. je vous ai posé la question par rapport à l'enquêteur parce que il y a apparemment un désir de la part de la conseillère juridique du gouvernement, elle, de gérer l'enquête. Est-ce que ça vous semble logique que Madame Galid Mahram-Miara, en connaissant les relations, on va dire, de proximité qu'elle avait avec la procureure générale militaire, puisse mener une enquête de manière indépendante?
Non, mais ça, Daniel, honnêtement, je suis pas aussi certaine que vous, que je pense que l'ensemble du système est en conflit d'intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on enquête sur l'un des leurs, par définition, il faut que ce soit confié à quelqu'un d'extérieur, d'accord? Après, est-ce que forcément la conseillère du juridique du gouvernement, elle a des relations privilégiées avec la procureure militaire? Pourquoi? Parce que ce sont des femmes, parce qu'elles ont l'habitude de travailler ensemble. Ça, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je ne sais pas. Oui, en revanche, ce qui semble évident, c'est que cette enquête a été malmenée et que depuis un an, la conseillère juridique du gouvernement nous dit qu'on ne sait pas, qu'il est impossible de savoir d'où vient cette fameuse fuite d'images de surveillance. Or, en réalité, on l'a appris au détour d'une session de polygraphe totalement routinière parce que voilà, ça Oui, peut-être les gens ne on, savent on pas, l'a, chez on une l'a. officière, voilà, un examen de routine complet. Donc, si vous voulez que la conseillère juridique du gouvernement dise depuis un an qu'il était impossible de savoir d'où ça vient, effectivement, ça interroge sur son impartialité. Mais encore une fois, moi je vous dis, quand un policier est mis en cause, on a la police des polices, en Israël ça s'appelle Mahash, qui enquête, d'accord? La question maintenant est de savoir, quand on a un général très haut gradé du forum d'état-major en Israël qui est mis en cause, qui enquête, d'accord? Et je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui l'armée ait la réponse, puisqu'encore une fois, c'est la plus haute gradée jamais mis en cause pour de tels délits, rappelons-le. Et oui, et il faut rappeler aussi que dans le système juridique israélien, et c'est peut-être l'une des carences de ce système, il n'y a pas de commission de contrôle, il n'y a pas, on va dire, de forum ou de cadre qui permet d'enquêter sur des soupçons qui pèseraient sur que ce soit le parquet militaire ou le parquet civil. C'est-à-dire ces forums, en fait, ces organismes n'ont aucune commission de contrôle qui s'occupe de gérer leur comportement. Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de police des polices, d'accord, pour ce qui concerne le parquet. Mhm. Donc on est dans une situation compliquée, très israélienne, d'accord, très israélienne, où on a à la fois le devoir de réserve qui n'existe pas, qui visiblement est sorti par la fenêtre il y a très longtemps dans cette affaire Daniel, c'est-à-dire que encore une fois, on ne peut que spéculer, mais qu'est-ce qui a conduit la procureure, je le répète, parce que je ne sais pas si les gens comprennent à quel point, c'est-à-dire que elle, quand elle écrit sa lettre au chef d'état-major vendredi dernier, elle dit qu'elle a autorisé la diffusion des vidéosurveillance pour bien prouver à l'ensemble de l'opinion israélienne que les soldats de ce qu'on Oui. appelle la force 100 n'étaient pas mis en cause pour rien. D'accord? Elle voulait étayer le fait qu'elle a enquêté de façon très C'est musclée. un argument qui se tient, à votre avis? Mais non, moi, je vais vous dire, ça se tient, mais c'est une logique extrêmement corporatiste, d'accord? En fait, c'est de défendre sa crèmerie, pour parler populairement, quitte à causer un tort effroyable. C'est-à-dire qu'en plus, on sait que dans les fils de messages que se sont échangés ses subordonnés, quelqu'un lui propose quelque chose qui, à mon avis, fait beaucoup plus de sens, c'est invitons les correspondants militaires des rédactions, d'accord? Euh, voilà, en France, on sait très bien dans la communauté francophone qui s'occupe de ce genre de choses, qui sont les spécialistes sécuritaires. Invitons-les à voir les vidéos de surveillance. Comme ça, ils pourront rapporter à leurs audiences qu'ils ont vu de leurs propres yeux quelque chose qui semble en effet mettre en cause, en tous les cas, un usage excessif de la force de la part de ces réservistes, d'accord? Et comme ça, on peut étayer le travail du parquet. Ça aurait été un peu plus logique. Mais le fait d'aller aussi loin, c'est-à-dire de divulguer des éléments d'enquête, d'une Ah, enquête qui n'est pas terminée, d'accord, sans considérer le dommage extrême créé pour tous les soldats de Tsahal, moi, ça, j'arrive pas à y croire, en fait, c'est ça. C'est que alors finalement, quand vous le présentez effectivement comme ça, est-ce que c'est pas le reflet, en fait, ce comportement étonnant de la procureure générale, d'une sorte de sentiment de supériorité, on va dire d'une sorte de caste qui justement ne fait l'objet d'aucun contrôle et qui se croit d'une certaine manière un peu tout permis, pense qu'elle peut agir comme elle veut, comme bon lui semble, même enfreindre la loi sans risquer d'être poursuivie? Bon, encore une fois, le devoir de réserve, d'accord, c'est quelque chose que la communauté francophone connaît, puisque c'est ce qui détermine la fonction de fonctionnaire en France, est très mal géré en Israël. D'accord, on va dire ça comme ça, est très mal géré. C'est pas dans l'ADN israélien, d'accord, et on a cette fameuse caste de hauts fonctionnaires qui se considèrent comme les gardiens de la démocratie. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Il y a la question du devoir de réserve, mais au-delà de ça, il y a encore une fois la question de, si vous voulez, dans ce débat, on peut pas ignorer qu'il fait partie d'un débat plus vaste, qui est celui de la politisation de la justice.
d'accord, oui ou non, avec des points d'interrogation autour du rôle des grands juristes en Israël. Mais aussi, je tiens à le dire, il ne faut pas non plus ignorer totalement le rôle des politiques dans cette affaire. D'accord? Il ne faut pas du tout ignorer le rôle des politiques de cette affaire. Les députés, notamment, ou les gens qui ont encouragé le fait d'envahir comme ça la base militaire de Sdétéman, qui en ont fait une affaire politique, si vous voyez ce que je veux Oui. dire. C'est-à-dire que personne n'a essayé de calmer, de baisser les tensions, de dire nous sommes un état de droit, le parquet militaire vérifie quand on lui rapporte, quand il a des témoignages d'incidents. Oui. C'est important de vérifier, point. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Maintenant, la confiance, elle s'est déjà effritée sur le plan, on va dire des instances juridiques ou judiciaires civiles, et là, elle s'effrite aussi sur le plan des instances militaires judiciaires. oui, mais encore une fois, ce que je vous dis, c'est que moi, là où je ne suis pas convaincue par son explication, c'est que le parquet militaire, d'accord, et c'est ce que vont vous dire beaucoup de juristes qui sont passés par cette chapelle-là ou qui appartiennent de près ou de loin à cette école-là, vont vous dire le fait qu'on ait un système judiciaire aussi rigoureux, voire aussi intraitable, notamment au sein de l'armée, c'est ce qui protège Oui. les réservistes, c'est ce qui protège les soldats, puisque le monde entier sait qu'Israël a un système judiciaire indépendant et robuste, et donc nous sommes un petit peu le dôme de fer des soldats, d'accord? Mais moi, c'est pour ça que moi, je n'arrive pas à croire que en pleine guerre du 7 octobre, alors que ce même appareil-là doit gérer des accusations de génocide qui pleuvent, d'accord, qui pleuvent de la part de la communauté internationale, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'a pas vu, d'accord, en supposant qu'elle soit qu'elle prenne son rôle à cœur, qui est de protéger les réservistes de poursuites judiciaires inutiles et malveillantes, pourquoi elle n'a pas compris le danger dans le fait de diffuser publiquement des images qui vont forcément être exploitées par des acteurs malveillants. D'accord? Okay. Donc, et le fait qu'elle ait détruit son téléphone ensuite, moi, me donne à penser qu'elle savait que c'était dangereux, d'accord, de publier ces vidéos-là de cette façon-là, de les livrer à la vindicte populaire, et qu'il y a une raison, et qu'il y a une raison pour laquelle elle a choisi de le faire. Alors que ce soit simplement, comme vous semblez le penser, vous, Daniel, un système de connivence au sein des hautes sphères de la justice et qu'elle veut pas montrer qu'il y a une politisation de la conseillère juridique du gouvernement et d'autres éléments au sein du gouvernement qui ont conspiré ou en tout cas voilà, eu des mobiles idéologiques et politiques. Peut-être, à la limite, ce serait, j'ai envie de vous dire, Daniel, l'explication la plus rassurante pour moi, parce qu'il s'agirait dans ce cas uniquement de hauts fonctionnaires qui se prennent pour les gardiens de la démocratie en Israël. C'est pas les premiers, c'est pas les derniers. Moi, j'ai peur de quelque chose de plus dangereux que ça, c'est qu'elle ait obéi à des intérêts lui disant il faut faire pression sur le gouvernement israélien pour mettre un terme à la guerre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet incident-là, il a causé un tort diplomatique important. Il a notamment compliqué les relations entre Jérusalem et Washington, qui à l'été 2024 étaient déjà suffisamment compliquées parce que l'administration Biden commençait à être très impatiente avec Israël, d'accord, et ne soutenait plus la guerre de la même manière. Et à ce moment-là, le candidat Biden jette l'éponge et on a la candidate Kamala Harris qui arrive dans la campagne, qui elle encore moins soutient la guerre. Oui, on le comprend effectivement. Il y aurait, ça serait bien plus grave comme action si c'était effectivement comme vous le. Et moi, c'est ça que je veux savoir. Voilà. C'est est-ce qu'elle n'a pas compris ou est-ce qu'elle savait qu'elle était en train de mettre, si vous voulez, on sait que l'administration américaine notamment a ouvert une enquête pour abus de droits de l'homme suite à ces vidéos de surveillance. Est-ce que il n'y avait, enfin, comment on peut être dans sa position, je vais vous dire ça comme ça, être dans sa position et ne pas comprendre que c'est ce qui va se passer. Et quand on est en train de détruire des preuves, d'accord, est-ce qu'elle est en train de détruire des preuves de ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Eh bien, on va rester sur cette question-là. Merci beaucoup, Myriam, de nous avoir éclairé sur ce dossier qui, il faut bien l'avouer, très, très complexe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation. À bientôt, Myriam. Merci, Daniel.